mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci encore une fois de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Pape Kanté. Il est avocat au barreau du Québec au Canada. Maître, bonjour et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci, Baye Omar. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous sur votre plateau. La dernière fois que je suis passé ici, j'ai eu de très bons échos. Donc, c'est un plaisir renouvelé, surtout pour venir parler des questions de l'heure Oui. et des choses qui préoccupent la nation. Un avocat d'affaires, dit-on, qu'est-ce que c'est? C'est juste un avocat qui s'occupe des dossiers des entreprises, puis on défend leurs dossiers soit sur le plan judiciaire ou bien par le conseil tout simplement. Donc, alors, ça peut aller de l'organisation de l'entreprise, de la création de l'entreprise ou du conseil quand il s'agit de litiges. De façon générale, quand vous observez ce qui se passe au Sénégal, on va entrer dans le vif du sujet avec le dossier des hydrocarbures. Le Sénégal qui a reçu 595 milliards de francs CFA en 2024. C'est grâce à sa production du champ de Sangomar. C'est selon les données de l'opérateur Woodside. Ces revenus sont estimés à 700 milliards sur 30 ans. Que retenir? C'est les données de l'opérateur, donc on n'a pas une maîtrise complète, totale sur les chiffres. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a souvent tendance à croire que nous héritons de la portion congrue, c'est-à-dire une petite partie des revenus pétroliers. Mais il faut savoir que l'investisseur, donc Woodside ou toute autre compagnie pétrolière, quand ils arrivent dans un pays et que le pays n'a pas participé aux frais d'exploration, etc., quand les premiers revenus arrivent, il va se servir d'abord, se compenser, avant de penser donner la part à l'État hôte. Donc, je suppose que dans les années à venir, la proportion va monter une fois qu'on aura remboursé les frais que l'autre a avancés. Mais c'est dans l'ordre des choses. Il ne faut pas tout de suite voir qu'on est exploité ou qu'on est lésé, mais c'est dans la nature des choses parce que je ne pense pas qu'on ait investi autant que l'entreprise. Alors, on a dit que ces revenus sont estimés à 700 milliards sur 30 ans. Quelle appréciation? Sur 30 ans, ça me paraît quand même gros, hein? Oui, c'est très peu. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va compenser par le volume d'exploitation, de pompage. Mais encore une fois, c'est des chiffres qui sont affirmés, qui sont publiés par l'opérateur. Est-ce que ce n'est pas ce qui justifie un peu l'intention du Sénégal de renégocier ces contrats pour augmenter les bénéfices, mais aussi les redevances? Alors, quand on signe un contrat entre adultes, on suppose que les termes, et c'est ça, le droit, contrat est la loi des parties. Donc, on suppose que chacun est majeur et vacciné, qu'on savait dans quoi on s'engage. Et en ce moment-là, si on pense renégocier, il faut savoir donner les raisons pour lesquelles l'autre partie va venir à la table de négociation. Qu'est-ce qui motive un changement? Alors, je ne vais pas venir signer un contrat et puis du jour au lendemain venir dire finalement les termes ne me conviennent pas, on change. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Par contre, si dans... Peut-être revoir les intérêts pour le Sénégal. Oui, mais il faut voir aussi que c'est un régime précédent, on va dire, des autorités précédentes qui ont signé, qui ont négocié. Peut-être qu'ils ont mal négocié. Oui. Parfois, on ne peut pas dire non plus que, comme disent en droit, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Par contre, si les conditions de validité du contrat n'ont pas été respectées, s'il n'y a pas eu de bonne foi dans la confection du contrat, on peut à la limite poser
ce débat-là. Penser à une annulation, je ne pense pas, mais c'est des éléments qui vont peut-être pousser l'autre partie à reconsidérer certains aspects. J'ai l'impression que, je n'ai pas l'impression que si euh, des représentants de l'État du Sénégal, en tout état de cause, en toute connaissance plutôt, ont signé un contrat qui savait en défaveur du pays, que le partenaire, le co-contractant savait que notre représentant signait euh, en défaveur du pays, là on est en phase de une sorte de dol. On peut arriver à aller chercher une annulation dans ce cas-là. Mais je ne pense pas qu'en l'état actuel des choses, ça s'est passé comme ça. Peut-être qu'ils ont été assez légers ou ils ont eu d'autres considérations qui ont fait que on a laissé trop la porte ouverte pour les négociateurs d'en face qui ont profité de la brèche. Mais en tout état de cause, on ne peut pas remettre, c'est pas une remise en question totale, mais on est capable de se parler entre gens d'affaires, entre adultes, pour demander à renégocier certaines choses qui vont dans l'intérêt des deux parties. Je ne pense pas que dans quelques années, une fois que le contrat sera terminé et qu'il y a encore des ressources, je pense que celui qui est là est en position de force pour remplir. Et donc, il faut voir dans le long terme, est-ce qu'on a intérêt à rester avec ces gens-là? Est-ce qu'on ne va pas réfléchir pour le long terme et puis essayer de s'ajuster pour avoir des proportions raisonnables pour chacun? Oui, alors là, il s'agit de la production du champ de Sangomar, mais quant à la production de gaz du champ Grand Tortue, oui, Grand Tortue Arméine, elle devrait commencer de générer d'importantes ressources financières en plus des taxes et redevances. Là également, on est à l'attente. En tout cas, c'est de bon augure, surtout dans le contexte un peu difficile économiquement où on se trouve. Et c'est tellement vrai que la croissance du pays a été boostée par la production pétrolière, par les revenus pétroliers. Je pense qu'on est dans l'ordre de 7%. C'est très bien. Donc, si on a encore des revenus du gaz qui vont venir enrichir le trésor public, ce n'est que tout bénéf pour nous. Je pense il faut être optimiste. On ne peut pas dire que tout ce qui s'est fait auparavant est forcément mauvais. Il y a des choses à corriger. Il y a eu des choses. Il a été annoncé cette intention de renégocier. Oui, ben, renégocier, bien sûr, on va pas venir dire, ben, on se contente de tout ce qui a été fait. On n'a rien à dire. Non, En connaissance de cause, que faire pour vous? tout dépend. Je ne suis pas Au cas. dans le secret des jeux, mais si moi, on me présentait un contrat et que je sais que les conditions de validité, celui qui devait signer peut-être n'était pas habilité à signer, ou n'avait pas les compétences, ou n'a pas euh, obtenu l'autorisation de la représentation nationale, parce que ce sont des ressources nationales. On a dit dans la Constitution que les ressources nationales appartiennent au pays. Et donc, quand on veut, Population, oui. aux populations, donc, quand on veut disposer de cette richesse à l'international, il faut quand même un minimum. Donc, si on n'a pas obtenu ou on a fait cela à l'insu de la représentation nationale, je pense qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Et peut-être qu'en face, on pourra dire, écoutez, le contrat que vous avez signé, ces personnes-là n'étaient pas habilitées à le signer. Et on peut jouer sur ça comme un leverage, un levier de négociation pour essayer de les ramener, pas remettre en cause totalement, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Et je pense que les autorités, ils ne sont pas dans une optique de tout casser, contrairement à la caricature que j'entends ça et là souvent de la part de... Les défenseurs des intérêts, Mais c'est légitime tout à fait oui, oui, c'est tout à fait légitime de dire, écoutez, revenez, il se pose telle question, il y a des, je dirais pas de malversation, mais des anomalies ou des choses qu'on veut voir avec vous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, entre gentlemen, on va s'asseoir sur la table et puis mettre les choses sur table et discuter. Et je pense que de toute façon, il y a eu déjà des contrats qui ont été renégociés. Je pense à Laser avec Jean-Michel Sen, qui est en train de faire un travail remarquable. Et pourtant, tout le monde disait que c'était impossible à faire, mais ça existe. Le mot n'existe pas pour rien. Donc, quand on dit renégocier, on ne va pas venir prendre nos fusils et puis
les mettre sur la tempe des marionnettes, Tellement. mais on est capable de parler. Puis souvent, ça se fait à la lecture des contrats. Et puis, on leur met les choses sur la table. Voici quelque chose qui demande à être reconsidéré. Et puis, l'investisseur aussi, celui qui est en face, il va voir c'est quoi mon intérêt là-dedans. Peut-être qu'il a plus intérêt à revoir la chose, ou parfois il y a juste des ajustements dans le contrat qui fait que, en bout de ligne, c'est les Sénégalais qui vont avoir plus. Est-ce que le dossier Woodside est un dossier à contentieux? Honnêtement, je ne sais pas, je ne pourrais pas m'avancer trop là-dessus. Par honnêteté intellectuelle, je ne peux pas trop m'avancer là-dessus, mais je pense que la philosophie des autorités actuelles, les nouvelles autorités, c'est de venir faire la revue de tous les contrats. Et donc, on va faire un scanner de tout, et puis pour voir où est-ce qu'on peut aller chercher plus pour les Sénégalais, plus à mettre dans notre poche. Et ça, c'est tout à fait légitime, parce qu'on ne peut pas dire que tout ce qui s'est passé dernièrement était fait forcément pour le bénéfice des populations sénégalaises. Peut-être qu'il y a des choses, on n'a rien à dire, les contrats sont parfaitement rédigés et que c'est la réalité de l'économie qui veut ça, même si ça nous convient pas trop. Et puis, il y en a d'autres où on se demande qu'est-ce que on- Franck Timis faisait, par exemple, dans le portrait, dans le cadre du Petro-Tim, par exemple. C'est des choses qu'il faut savoir aller débusquer et puis l'utiliser comme levier de négociation. Oui, ce qui attend d'être clarifié Mais tout également. à fait. Oui. Je pense que tout ça, et puis en général, les entreprises internationales tiennent beaucoup à leur réputation. Ils n'aiment pas les affaires sulfureuses parce que le risque réputationnel, c'est quelque chose qu'on prend beaucoup trop au sérieux. Et donc, quand il y a des choses à revoir, je pense que peut-être pas par la négociation même, mais en toute discrétion, c'est comme ça que ça fonctionne. Le monde les affaires n'aiment pas trop le bruit. Et on va venir, on va dicter, on parle entre nous, on va discuter des choses, examiner les choses. Voilà, derrière les rideaux, c'est ça, derrière les rideaux, puis on va arriver à gentleman agreement et puis la vie continue. Parce que l'entreprise, son souci principal, c'est de faire du profit. Et nous aussi, notre souci principal, c'est d'avoir plus pour notre argent ou pour notre pétrole ou pour notre or. C'est juste ça. C'est sur quoi, si on n'a pas les moyens Oui. d'aller faire ce qu'eux, ils font, le matériel qu'il faut et qu'eux, ils investissent, ils prennent le risque, ben, il est raisonnable aussi de penser les rémunérer par rapport à l'investissement. Il ne faut juste pas que ça soit beaucoup trop à notre défaveur. Et justement, l'intérêt est là, puisque la croissance est ici portée par les hydrocarbures. 12, là, c'est le taux global, mais Oui. la partie hydrocarbures, Hydrocarbures, oui. c'est 7%, on va Oui, dire. quelque Mais, part, parce que c'était 3,1%, ouais, mais avec les hydrocarbures, on arrive à 12,1%. ça veut simplement, oui, Oui. et ça veut simplement dire que la croissance du pays est portée par les hydrocarbures, Oui. que c'est de bonne guerre et c'est tout à fait naturel qu'on essaie d'aller chercher plus parce qu'on pense que les programmes de l'État, beaucoup vont dépendre aussi des revenus du pétrole. Maintenant, selon quelle modalité, c'est les techniciens qui vont voir. Est-ce qu'on va pomper plus? Est-ce qu'on va négocier les termes des contrats, la proportion des intérêts, etc. Ça, c'est un débat technique dans lequel je ne pourrais pas m'avancer. Ben, ce qui est sûr, c'est que ça ne saurait rester en l'état. Et C'est clair. jusqu'ici, quand une économie est portée par les hydrocarbures, mais quant à la réalité, une croissance à 3,1%, ça dénote de la réalité réelle de notre économie. De toute façon, on a tellement de choses à... Notre marge ne peut que s'améliorer, la marge de progression, parce que tout est à faire dans le pays. Je ne pense pas qu'on soit dans les pays européens où la croissance est plutôt entre 1-2%, etc. La marge est beaucoup plus intéressante chez nous. Peut-être que l'économie réelle hors hydrocarbures est beaucoup plus morose, on va dire.
c'est à améliorer. C'est au gouvernement de Très difficile, hein? C'est difficile parce qu'on a trouvé une situation. Je sais que c'est lassant d'entendre ça, mais c'est la réalité. On a trouvé un pays en ruine. C'est ça la vérité. Donc, on ne peut pas faire comme si ils se mettent la tête dans le sable pour dire que ça n'existe pas. On a 100% quasiment ou 118% Maintenant, 118% du de pays. déficit. Oui, ce n'est pas, on ne peut pas faire de l'abstraction de ça. Le service de la dette pompe beaucoup dans les revenus de l'État. La charge de l'État, de la fonction publique, les emplois, ça pèse beaucoup sur notre budget. Ça veut dire quoi? Que l'État vit au-dessus de ses moyens? En tout cas, on est en train de... mais quasiment. Donc, pour développer des projets, pour investir, il va falloir faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Les réformes sont annoncées. Oui, des réformes par rapport au plan de redressement que le Premier ministre a présenté. Oui, mais c'est sûr que on ne peut pas faire comme si on était venu avec les caisses pleines et puis on ne sait pas où on va. Non, c'est pour ça que les autorités ont pris la décision d'être transparent. Et là encore, je vois que on le reproche. Certaines personnes pensent qu'on aurait pu faire les choses en catimini, mais je pense que ça nous aurait explosé à la figure au bout d'une année ou de 2 ans. Donc, je pense que la transparence aussi est un levier euh, de respectabilité pour les partenaires parce que quand on a tendance à cacher des choses et que du jour au lendemain, ça nous explose, on aura beaucoup plus de difficultés à les convaincre, les partenaires. Donc, peut-être qu'on aurait pu le faire autrement, peut-être qu'il aurait fallu aller voir les FMI, parler derrière, mais même ça, les FMI auraient découvert de toute façon le poteau rose et je ne pense pas qu'ils auraient euh, tué la situation parce que les FMI aussi représentent d'autres partenaires. On leur confie le rôle de venir surveiller, entre guillemets, nos finances et par rapport à la notation qu'ils vont faire, d'autres vont avoir confiance pour nous prêter de l'argent. Donc, on ne peut pas dire que si on vient parler au FMI derrière les murs pour leur dire, écoutez, on a un gros trou, il y a une dette cachée, par exemple, et puis on s'arrange entre nous, et que le FMI, qui a une obligation fiduciaire par rapport à d'autres partenaires, va taire cette information. Je ne pense pas. Donc, l'un dans l'autre, on serait arrivé au même résultat, qui fait que ben, écoute, les investisseurs ou les partenaires, les prêteurs vont augmenter le risque pays ou vont faire une décote parce que c'est la réalité économique qui veut ça. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de payer ou d'emprunter, on va lui prêter de l'argent si on veut bien lui prêter à des taux beaucoup plus élevés pour un peu Et garantir. notre rapport avec le FMI, avec les partenaires techniques financiers, notamment avec le FMI aujourd'hui, quelles leçons en tirer? Il faut être réaliste, on a besoin encore du FMI, Hmm? quoique je pense qu'il y a des pays qui sont arrivés à un moment ou à un autre à se défaire de son emprise. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on a besoin des FMI, pas comme, comme prêteurs, parce que l'argent qu'on leur doit, on est capable de le rembourser en un temps très limité, mais c'est plus par rapport à la notation, par rapport au crédit Hmm. qu'ils vont nous donner et qui va rassurer les partenaires. Donc, sur ce plan-là, comme on a besoin d'aller emprunter ailleurs et que ces partenaires techniques ont confié un rôle au FMI, de venir voir c'est quoi la situation de nos finances et qu'ils vont faire du reporting. Je pense qu'il est bon qu'on ait de bonnes relations. À ce stade actuel, les relations, comment vous les définissez? Normales, acceptables, en attendant le reporting au niveau du conseil d'administration? Je pense qu'il y a beaucoup de politique autour. Ce qui se dit dans les salons fauteuils, on n'est pas forcément au courant, mais la réalité est que on ne peut pas faire sans. On a fait un gros effort dans la présentation du plan de redressement qui donne des gages de sérieux, de transparence. On a été transparent, ça c'est une bonne chose. On ne s'est pas caché derrière notre petit doigt pour dire non, tout va bien. On a montré des gages, on a voulu
faire des réformes, on est transparent. Donc ça, c'est des choses qui vont convaincre que les gens qu'on a en face de nous sont sérieux, qui ont pris des résolutions, ont pris des mesures. Et les prochaines étapes, qu'est-ce qui risque de se produire maintenant? Est-ce qu'on va aller devant des partenaires comme, voilà, dans un état fébrile pour accepter tout ce qui va être dit en termes de subventions? Comment va se présenter la situation? Non, du tout. Je pense que le plan qu'on a présenté est crédible. Tout ce qui va se faire, je ne sais pas ce qu'ils vont décider, mais il appartient au conseil d'administration du FMI de décider. Mais soyons sérieux, on ne peut pas reprocher à ces autorités-là des choses qu'une autre personne a fait. C'est comme si on était en train de punir la vertu des nouvelles autorités. C'est insensé. À la limite, on peut dire, OK, il se passe telle chose, on ne peut pas en faire fi. Euh, nous vous attendons de vous que vous posiez des actes pour redresser la situation. Une fois qu'on est convaincu que vous êtes dans la bonne direction, et je pense que c'est ça qui s'est fait, maintenant on va faire le rapport au conseil d'administration et aux partenaires qui vont décider est-ce qu'on va continuer le programme avec vous ou est-ce qu'on va continuer de suspendre le programme. Mais je pense qu'on a donné quand même assez de gages, de bonne foi et de sérieux pour qu'on puisse continuer à travailler avec le FMI. On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Et je pense que la France est à peu près, sinon pire, dans une situation, sauf que le crédit est beaucoup plus élevé. Oui, vous avez parlé de la France, on va rester avec ce partenaire, notamment avec la visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye à Paris pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron. Alors, de ce point de vue, comment appréciez-vous, dans un premier temps, et du point de la forme, cette visite officielle du chef d'État sénégalais? Je pense que c'est dans l'ordre des choses qu'un chef d'État sénégalais puisse aller rencontrer son En tant homologue. qu'avocat d'affaires, une telle visite vous inspire quoi? En général, nous, on va juste regarder qu'est-ce qui va s'améliorer dans le climat des affaires. Est-ce que les investisseurs aujourd'hui sont rassurés par ce qui se passe au Sénégal? Est-ce qu'ils voient que les nouvelles autorités ont pris une direction qui va davantage attirer enfin, attirer les investisseurs? Est-ce que quand on vient pour investir au Vous Sénégal, avez faire vu des le affaires, discours du chef de l'État auprès du patronat en France? oui, je l'ai trouvé Mmh. assez un peu classique comme d'habitude, Mmh. rien de spectaculaire. Peut-être on est en train de rassurer, d'encourager les investisseurs français qui sont quand même, qu'on le veuille ou non, encore là. Je parle s'il faut nommer, le groupe Eiffage est là, Total est là. C'est quand même des emblèmes Mmh. de l'économie française qui sont là. Mais il y a d'autres partenaires, il n'y a pas que la France. Je pense que l'idée, c'est ça aussi. Le président arrive pour dire que, écoutez, le Sénégal reste une terre ouverte et il les rassure peut-être en leur disant, nous ne sommes pas là pour, en opposition ou en rupture. C'est un signal d'ouverture pour vous? Ils ont toujours été ouverts, c'est juste qu'on les a tellement Pour le caricaturés. Sénégal? Oui, nous, on est ouvert à tout le monde, là. Je pense que sa visite précède sa visite au Japon. Le premier ministre a été en Chine, en Turquie. Auparavant, dans la sous-région. Je pense que là, on est en train de leur dire, OK, on n'est pas dans une relation bilatérale exclusive. On a d'autres partenaires. On va mettre nos œufs dans plusieurs paniers. C'est juste que vous avez une carte à jouer, Oui, venez la jouer, et puis, what's business as usual. oui, donc un signal d'ouverture vers une coopération plus équilibrée, notamment sur les questions de contrat, de gouvernance et surtout de reddition des comptes. Oui, vous avez dit le mot rééquilibré. Je pense qu'on est plus dans l'optique rééquilibrée que de rupture, tel qu'on l'opposition ou d'autres détracteurs le penseraient. Mais pour en venir à la reddition des comptes, je pense qu'on est dans une époque charnière dans ce Oui, pays, après 12 ans quand même de règne, euh, de devoir rendre compte aux populations. Et ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Quand on vous confie un mandat et qu'on gère pendant un moment, à la fin du mandat, on doit rendre compte. On vous a donné de l'argent.
comment vous l'avez dépensé. On vous a donné un pouvoir exorbitant. Comment vous l'avez utilisé? Est-ce que vous l'avez utilisé dans l'intérêt des populations? Vous devez venir. Je pense que c'est le minimum, c'est ça, dire à la représentation nationale ou au peuple, voilà comment j'ai dépensé votre argent. Voilà comment le pouvoir que vous m'avez donné, je l'ai utilisé. Et donc, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, je pense il y a une directive de l'UEMOA qui l'impose même au nouveau gouvernement dès qu'ils arrivent. On ne l'avait pas à appliquer lors des derniers changements politiques, mais il se trouve que ceux qui sont actuellement au pouvoir ont décidé juste d'appliquer la loi. Et la reddition des comptes, c'est pas une chasse aux sorcières, là, comme on a tendance à le croire. Le processus normal, ça fait partie de la vie démocratique d'un pays. C'est un pilier fondamental dans le fonctionnement démocratique d'un pays. Et de ce point de vue, vous l'avez dit, c'est une pratique normale, mais est-ce que cette pratique est un levier, non seulement pour la transparence interne, mais aussi pour améliorer l'image et la crédibilité internationale du pays, le Sénégal? Ah, certainement. Le fait qu'on demande aux gestionnaires publics, aux politiciens, le ministre qu'on a nommé, le directeur, etc., de rendre compte de l'argent, de l'utilisation de l'argent qu'on a donné. Par exemple, si on peut même pousser les audits parce que la reddition de comptes, c'est pas juste les audits, ça peut être l'évaluation de, de l'utilisation de la dette. On n'en est pas encore là, mais c'est une forme de reddition de comptes. Mais ça peut donner l'image aux partenaires de dire, mais ces gens-là, on voit que quand on leur donne de l'argent ou quand on leur donne des moyens, il y a un suivi sérieux, ils sont quand même redevables. Donc, on est plus ou moins rassuré de faire affaire avec eux. Et au niveau des populations aussi, ils se disent que ces gens-là vont emprunter à notre nom. Ils vont, on leur donne un pouvoir quasi exorbitant de vie et de mort sur nous et que sentir qu'ils nous sont redevables, il y a quand même la restauration d'un lien de confiance entre la base et le sommet, on va dire. Donc, pour moi, c'est autant en interne qu'en externe, un, un aspect de restauration de la confiance ou de maintien, en tout cas, du lien de confiance entre les gouvernants et les gouverneurs. Alors, un exemple précis, je parlais de l'affaire ArcelorMittal. De ce point de vue, l'affaire ArcelorMittal a marqué l'actualité économique et judiciaire ces derniers jours. Quels sont, selon vous, les véritables enjeux juridiques et financiers d'un tel dossier, par exemple? Arcelor, je pense que c'est depuis le temps Wade. Je pense que c'était un gros contrat après le départ de Kumba Resources. C'est que ils étaient censés faire de gros investissements. Le train minéralier qui devait quitter la Falémé jusqu'au port minéralier de Bargny. euh, Beaucoup d'infrastructures qu'il fallait faire. Donc, on a signé un contrat. Il se trouve qu'Arcelor n'a pas livré la marchandise. Donc, carrément, ils étaient en faute. Et ça a été confirmé parce que je pense qu'on a été en arbitrage, on nous a donné raison. Maintenant, une fois qu'on est d'accord qu'on est en droit de réclamer une indemnité, puisqu'on a subi un préjudice, est-ce qu'on a l'expertise pour évaluer notre préjudice? Parce qu'une chose est de dire qu'on a un dommage, l'autre chose, c'est de savoir évaluer le dommage. Donc, on fait appel à des experts Préjudice. pour évaluer le préjudice. Et certaines personnes, c'est des experts, ont avancé le chiffre de 2000 milliards ou 2500 milliards, voire plus. Je suis un peu étonné qu'en bout de ligne, on ait quelque chose comme 100 milliards dans notre escarcelle. Pourquoi? Ça défie toute logique. Alors, j'ai tendance à croire que peut-être que Arcelor devrait être attrait, en tout cas être enquêté. C'est bien qu'on ait rouvert ce dossier pour savoir pourquoi, contre toute logique, on a une portion congrue d'une Qu'est-ce indemnisation. qui peut entraîner ça? Des rétrocommissions ou qu'est-ce qui peut expliquer et justifier un tel état de fait? En tout cas, euh, tout concourt à ce genre de scénario. Je ne pourrais pas le dire à 100%, mais
ce n'est pas logique d'avoir un gros gap comme ça, de quelque chose qui, qu'on peut évaluer entre 2000 et puis on tombe à 100. C'est pas logique. Donc, quelque part, Arcelor a dû peut-être mettre quelque chose sur la table de façon officielle et peut-être derrière les rideaux, il s'est passé autre chose. Donc, on a tout intérêt à interroger Savoir. oui, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et pourquoi euh, une telle différence entre l'évaluation présumée et le chiffre Il y a des acteurs, il effectif faut s'interroger sur le rôle des acteurs. aussi. Et il y a tellement d'anomalies. Le représentant de l'État, l'agent judiciaire de l'État qui se retire du dossier, un avocat qui tombe comme un cheveu dans la soupe, on ne sait pas d'où est-ce qu'il sort, pour venir continuer en tout cas participer aux transactions. Euh, je peux comprendre l'argent qui transite dans un compte d'avocat. C'est des comptes réglementés, donc ça, il y a pas de problème. Mais en tout cas, il y a des acteurs qui n'avaient rien à Zone d'ombre, hein. oui, il y a des zones d'ombre, un acteur qui n'avait rien à faire dedans, qui est dedans, du fait du président, et quelqu'un qui avait statutairement le droit d'être présent et de garantir, de défendre nos intérêts, qui a été sorti du portrait. Quelque chose qui me paraît anormal et qu'il faut investiguer davantage. Oui, tout ça rentre dans le cadre de la reddition des comptes, dites-vous, et dans ce point de vue, comment concilier la nécessité de la reddition des comptes avec la stabilité politique et sociale, surtout dans un contexte de fragilité institutionnelle? Je ne pense pas qu'on est fragile sur le plan institutionnel. On a, Il y a des doutes, hein? oui, mais on a eu des Même. élections. Oui. C'est vrai qu'on est arrivé dans la douleur, c'est vrai. Euh, de 2021 jusqu'à 2023, il s'est passé des choses. Ça a été une alternance, Jusqu'en 2024. oui, oui, dans la douleur. Mais les institutions ont été quand même assez robustes. On a vu que le Conseil constitutionnel, qu'on a beaucoup décrié auparavant, et parfois à juste titre, a pris ses responsabilités Attends. et puis a fait de sorte que l'élection puisse se passer. Les personnes ont contesté les élections. Donc, les institutions fonctionnent. Maintenant, on parle de paix parce que la reddition des comptes doit se faire. Il y a comme une sorte d'épouvantail qu'on secoue au niveau de la population pour dire, mais attention, la reddition de comptes serait comme incompatible avec la stabilité ou... Non, les gens, au contraire, il y a une forte demande de la population pour qu'on règle ce problème-là, pour qu'on rende compte, et surtout les Avez-vous l'impression que voilà, ça se passe bien ou êtes-vous d'accord avec ceux qui parlent de lenteur? Oui, c'est légitime d'ailleurs. Et d'ailleurs, la preuve aujourd'hui, il y a des manifestations. Tous les victimes, hein, des événements politiques de 2021-2024 Vous savez, qui réclament justice, par et- exemple. oui, et c'est tout à fait légitime. Je pense qu'on est bientôt 18 mois. euh, Il y a on n'a pas encore, en tout cas visuellement, un début de commencement des gens qu'on convoque pour qu'ils s'expliquent. Surtout qu'il y a des dossiers emblématiques où on a vu des gens qui étaient sur des pick-up armés, etc. Il y a eu des morts, il y a eu 80 morts. On ne peut pas laisser passer par perte et profit ces choses-là au nom d'une prétendue paix, etc. La justice est un élément du fonctionnement démocratique. La reddition des comptes n'est en aucune façon faire la guerre à quelqu'un. Ce qu'on doit faire, par contre, c'est de garantir aux gens qu'on va suivre les faits et la loi. On ne va pas orienter les procédures contre des individus en raison de leur appartenance politique. Par contre, on va poursuivre les faits, quelle qu'en soit la personne, et par tous les moyens. On ne va pas faire de façon, y compris si les procédures s'orientent vers des gens qui sont proches de la majorité actuelle. Donc ça, il faut le garantir absolument. Et je pense qu'il faut de la méthode. Il faut qu'on puisse rassurer aussi ceux qui sont en face, parce que je ne pense pas que tout ce qui c'était dans l'APR, par exemple, dans l'appareil Benoît Bokouakar, même s'ils n'étaient pas forcément les plus en vue, tout le monde n'a pas pris euh, part à certaines dérives ou certaines choses. Donc, il faut qu'il y ait des gens à qui on peut parler pour les rassurer que
ce n'est pas une chasse aux sorcières. La société civile aussi doit être partie prenante pour donner une garantie de neutralité, d'objectivité aux procédures. Mais il faut absolument rendre justice aux victimes. Sinon, mais on est en pleine impunité. Demain, quelqu'un peut faire exactement la même chose et on va dire, ben, au nom de la paix, du masla, le pays de la teranga, Mais qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas? il faut qu'on pose la question au président de la République ou au procureur de la République. Et c'est eux qui actionnent l'action publique pour que les gens soient convoqués, qu'on les entende. Il se passe des choses, certainement, mais pas aussi rapidement au goût euh, de tout le monde et surtout des victimes, d'où leur colère parfois, leur empressement. C'est même pas l'empressement, mais C'est la mort de Pape Mamadou Seck. s'incline devant sa mémoire. C'est quelque chose d'assez dramatique. Il faut se rendre compte aussi que même à l'époque où il était malheureusement arraché à sa famille, jeté dans les prisons, il avait déjà une santé très, très fragile. Et il n'est pas le seul, hein, c'est beaucoup de gens comme ça. Mais moi, je peux témoigner que à l'époque, parce qu'aussi on avait des actions qu'on a entreprises en parallèle du parti PASTEF, je sais que le parti s'est beaucoup, beaucoup investi dans la prise en charge des blessés, ou même des gens qui étaient dans le besoin du fait qu'ils avaient perdu leur emploi, etc. Donc, il y avait une action sociale réelle. Et je peux en parler des gens qui ne me connaissent même pas, mais je sais l'action qu'ils ont posée. Je pense à Amadou Chérif Diouf, je pense à Fatima Mbeng, parce que dans un autre cadre, on a eu à intervenir ensemble. Je ne vois pas trop dire ce que j'ai fait, mais c'est des choses qui existent, qui sont palpables. Je pense que le député Amadou Ba aussi peut en témoigner. Le parti a beaucoup fait et je pense même qu'il était même plus efficace à l'époque dans la prise en charge des blessés, des gens qui étaient dans le besoin. Donc, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, je pense qu'il y a eu un shift, un changement qui fait que c'est l'État qui a pris en charge ces dossiers-là. Et peut-être qu'il y a une frilosité aussi de la part des autorités nouvelles par rapport aux critiques qu'on leur lance en disant que c'est des ressources publiques qu'on alloue aux gens du parti passif. Mais les faits sont que c'est les éléments, c'est les militants du parti passif qui étaient persécutés. Ce ne sont pas les gens de l'APR. Eux aussi sont des Sénégalais et ils ont droit au secours de la République. Et donc, il faut assumer, à mon avis, cet état de fait et donner les ressources, pas simplement financières, mais les ressources humaines, les ressources De techniques. façon générale, aux Sénégalais qui ont justement été Tout impactés. le monde, oui. Il y Et a la des plupart, boutiques saccagées, il y a vraiment d'autres privés qui ont quand même été endommagés. tout à fait. Et Oui, là, je pense qu'on aurait même pu ne pas judiciariser ces choses-là. ouais. Parce que quand on subit un dommage, on n'est pas obligé forcément de faire une plainte pour avoir une réparation du dommage. Donc, une fois qu'il y a une admission, que ce soit par la loi pour dire de telle date à telle date, il s'est passé des événements, voilà, on assume, on prend en charge la réparation. Ok, qu'ils soient des gens de l'opposition comme du pouvoir, quelqu'un qui est en mesure de dire, à cause des événements, j'ai eu un dommage et voici l'évaluation des dommages matériels, etc. Ça se discute, on peut aller vers une réparation. Donc ça, ça pouvait se faire vite. Maintenant, les gens qui sont dans une situation où c'est des blessés Ou des faits physiques, en vie humaine, oui, mais là, dont les familles attendent aussi réparation à ce niveau également. mais ça, c'est très technique. Par contre, la réparation des dommages moraux, la réparation des dommages physiques, il y a des calculs actuaires qui sont très compliqués et qu'il faut faire. Par exemple, quelqu'un qui perd son emploi, comment on va l'indemniser? Est-ce qu'on va prendre tout ce qu'il devait gagner d'ici jusqu'à sa retraite? Est-ce qu'il avait des chances de reclassement, etc. Donc, ça peut être assez technique. Mais par contre, on pouvait dégager une enveloppe pour dire, pour l'instant, voici une somme qu'on peut allouer en attendant le règlement définitif et qui va par contre être défalqué en bout de ligne. Mais c'est des actions qu'il faut prendre et puis surtout communiquer avec les gens. Ces gens-là ont besoin d'être entendus, ont besoin... Il y a plus un aspect, je pense, psychologique aussi qui peut-être a manqué et puis
quand on a l'impression qu'on se sent plus ou moins abandonné, oublié, parfois ça peut créer ce sentiment de frustration qu'on a envie. Qu'est-ce qui doit être fait présentement par l'État face justement à de tels défis? Mais surtout des gens qui réclament justice. Il faut les quel type de justice ils réclament? Qui sont-ils? Il faut qu'on sache qui ils sont, tout le monde. Il faut les écouter. Mais là, c'est clair parce que l'événement, il est précis. C'est les événements de 2021 à 2024. Oui. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme dommages causés durant cette période. Oui. Je prends un exemple. J'ai vu tout à l'heure une image où la personne dit: «J'ai été agressé chez moi et puis on m'a cassé une dent, et cetera. Je réclame justice». Peut-être à un autre niveau, ça peut être un fait «négligeable» entre guillemets, mais pour lui, c'est pas négligeable. Il a perdu une dent, mais cette personne a plus besoin ces gens ont besoin de reconnaissance. Peut-être parfois, c'est un trauma aussi et il faut qu'on les oriente vers des spécialistes. Des services Je spécialisés. pense même ils ne sont pas les seules victimes. Le Sénégal a été traumatisé. On a tous un trauma là il faut qu'on travaille à euh, sortir tout ce qu'on a vécu Durant cette période. durant cette période. Et ce ne sont pas seuls. Je pense que les victimes, on voit des gens qui marchent comme ça dans la rue. Je pense que si on gratte un peu le vernis, on se rend compte que tout le monde est affecté. Certains beaucoup plus que d'autres, certes. Mais il faut qu'on sache tendre l'oreille, qu'on sache aussi voir la fragilité, la détresse de ces jeunes-là. Et en filigrane derrière, c'est aussi l'activité professionnelle. Il faut qu'on trouve au moins de les occuper des programmes beaucoup plus structurés. Alors, Pape Kanté, pour dire que vous êtes donc notre invité, avocat au barreau du Québec, au Canada, Ça- c'est-à-dire à Montréal. Oui. Oui, de ce point de vue, toujours dans le même registre de défis. Le premier, c'est la reddition des comptes et ensuite, défi de justice que réclament justement les victimes donc issues des événements politiques de 2021 à 2023. De ce point de vue, en tant qu'avocat aujourd'hui, par rapport au traitement de ce dossier par l'État du Sénégal, un, quelle analyse vous en faites? Deux, quelles solutions apporter à ce dossier? Moi, je pense que les gens sont légitimes à réclamer la justice. C'est normal. Il faut faire la justice. Oui. On ne peut pas y couper. Maintenant, est-ce que la justice est forcément transitionnelle ou euh, on peut trouver d'autres moyens si je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, quand ils ont fini avec l'apartheid, il y a eu les commissions vérité et réconciliation. Les gens ont besoin d'extérioriser ce qu'ils ont vécu. C'est Ça une peut forme de être, thérapie. c'est une thérapie collective. Ça peut être par un procès, donc identifier les responsables et puis les attraire à la barre pour qu'ils s'expliquent, reconnaissent leurs responsabilités et qu'il y ait une sanction. Je pense que les cas emblématiques, il faut une sanction exemplaire, que tout le monde voit que c'est des choses euh, qui ne doivent pas se dérouler, qui sont inacceptables dans le cadre d'une société libre et démocratique. Et l'autre chose, c'est que aussi il faut créer un cadre où les gens vont venir s'exprimer et que de l'autre côté aussi, qu'il y ait une ouverture. Ce que j'ai compris ou ce que j'ai pu remarquer, c'est que les tenants de l'ancien régime sont toujours dans cette arrogance, dans ce déni, dans ce mépris encore vis-à-vis des victimes des Sénégalais et de l'autre camp. Et on le voit, ils ont repris du poids de la bête. Au départ, ils rasaient plus ou moins le mur, etc. Aujourd'hui, ils prennent le micro. Oh, mais la surfacturation n'existe pas. Voilà, c'est des gens, c'est des voyous, c'est des rebelles. L'État n'est en rien responsable. Aucune once de remords, aucun début de reconnaissance qu'ils ont pu poser des actes qui ont fait mal à leurs compatriotes. Et je pense que le début de résolution d'un conflit comme ça, parfois, la victime a besoin euh, d'entendre de la part de son bourreau: oui, je reconnais que j'ai pu poser des actes qui ont fait mal, qui ne devraient pas avoir lieu, et que ça aide un peu à la guérison.
Mais pour ça, il faut un début d'ouverture. Mais quand on voit un déni complet, les gens qui sont complètement, qui ricanent même quand les gens disent qu'ils ont été touchés, ils ont été blessés, ça pose problème. Alors, dites-nous, maître, quels sont les obstacles juridiques et institutionnels qui peuvent freiner ce processus et comment les contourner pour garantir la vérité? Bon, parfois, je pense que, comme dans toute procédure, le premier obstacle, ça peut être la prescription. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions ça peut arriver, mais c'est un fait, la prescription peut éteindre une action. Parfois, ça peut être institutionnel parce qu'on n'a pas, surtout les crimes économiques, etc., on n'a peut-être pas l'arsenal spécifique adéquat pour ça. Mais je pense qu'avec le code qu'on a, on a quand même une base. Euh, on parlait des victimes, mais il n'y a pas que ça. Il y a la reddition des comptes du point de vue économique financier. Donc, on a un instrument comme le pôle judiciaire financier. On a un instrument comme l'OFNA qu'on vient de réformer. On a la loi sur les lanceurs d'alerte. On a la loi sur l'accès à l'information. On a la déclaration de patrimoine. Donc, on voit quand même que c'est une batterie de lois qui a sa cohérence dans le cadre d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Donc, ça, c'est un bon package, on va dire, un bon aspect pour permettre, sur le plan institutionnel, aller très vite. Je pense qu'il se pose encore l'autre question qui est le système judiciaire n'arrive pas à absorber le volume du contentieux qu'on a. Pourquoi? Abstraction fait Aller vers des réformes ou... ben, tout simplement une question de moyens. Mm. On est autour de peut-être 500 magistrats. Oui. Tous les magistrats ne sont pas dans leur bureau en train de poser des actes juridictionnels, de juger. Certains sont des conseillers, ils sont dans des organismes internationaux, etc. Pour 18 millions, je pense que le volume est quand même ridicule. Et déjà, sur la table des juges d'instruction, j'ai ouï dire qu'ils étaient à 600, parfois 700 dossiers qui traînent. Donc, mis en relation avec le sentiment que la justice est lente, pour les victimes d'il y a 2 ans, 3 ans, on peut quand même modérer et savoir que, entre guillemets, le temps de la justice, etc. Mais il y a des textes fondamentaux qui garantissent quand même le droit d'être jugé dans des délais raisonnables. Donc, l'État doit prendre des dispositions pour euh, recruter un nombre suffisant, un grand nombre de magistrats pour accélérer les dossiers. On peut aussi, les petits délits mineurs et tout ça, je pense qu'on peut éteindre tout simplement par la volonté du ministère public des actions qui ne font que boucher un peu le circuit judiciaire et qu'il faut savoir aussi prioriser les dossiers. Il y a des dossiers emblématiques qu'il faut mettre sur la table parce qu'on a su le faire. Quand on a voulu juger Ousmane Sonko en un temps record, ils ne se sont pas gênés, ils ont pris en 2 temps, 3 mouvements, de la première instance à la cassation, ça a été vite réglé. Donc, on est capable de prioriser un dossier. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être pas dans le sens de règlement de compte, mais on est capable de prendre un dossier emblématique et dire, OK, ça, c'est une demande sociale, il faut le mettre sur la table et puis il faut le vider, au moins pour faire baisser un peu la pression, la tension, qu'on ait le sentiment que la justice fonctionne à nouveau et de restaurer le lien de confiance. Et parce qu'il y a des dossiers, tant qu'ils ne sont pas vidés, on aura le sentiment que la justice ne fait rien. Les juges croulent sous d'autres dossiers, c'est vrai. Et en plus de ça, si on leur met davantage de dossiers qu'on aurait pu régler rapidement, ou des dossiers tellement techniques, par exemple les dossiers de crimes financiers, qui sont... Parfois, le juge n'a pas l'expertise technique pour finir enquêter tout simplement sur le dossier. Donc, a besoin d'une expertise externe, davantage d'enquêtes, plus de temps, plus d'argent, des commissions rogatoires, etc. Je pense qu'il faut quand même plus de moyens. De la même façon qu'on a pu, on a supprimé, je pense, le 16 et l'autre conseil pour prendre ces fonds-là pour les allouer à d'autres secteurs. On peut faire la même chose pour recruter massivement des magistrats
parce qu'il y va aussi de la crédibilité de nos institutions. Oui, et justement de ce point de vue, aujourd'hui, on a également assisté dans le cadre de la reddition des comptes. Beaucoup reste à faire aujourd'hui pour la reddition des comptes. À ce niveau également, arrive le moment et le temps de passer aux réformes de la justice. Oui, la justice a été un peu l'emblème ou en tout cas le symbole parfois, en tout cas perçu comme tel du dysfonctionnement dans notre démocratie. Parce Donc que les réformes sont attendues aussi à ce niveau, dans ce secteur de la justice. on est dans une situation où on a encore, on m'excusera de la comparaison, comme mon corps métastasé là, tout est urgence. Et la justice encore plus. Parce que la justice, Mais les réformes sont attendues. oui, parce qu'on a l'impression que c'est notre dernier rempart quand tout ne va pas bien. On est obligé de s'adresser à la justice pour redresser les situations et que les réformes doivent aller très vite. Je pense que ça appartient à la représentation nationale, au Parlement, d'initier les réformes. Il y a quand même des textes qui sont passés, euh, parfois avec, comment dire, le tocage par le Conseil constitutionnel, je pense un peu au règlement intérieur. Mais on attend encore effectivement les gros dossiers de réforme sur la justice. Je pense que il faudra inviter peut-être le ministre de la Justice pour un repas. Mais alors, une des réformes qui a été annoncée, mais malheureusement qui s'est rejetée par le Conseil constitutionnel, c'est le passage des magistrats au Parlement. Vous êtes un avocat du barreau au Canada. Dites-nous, est-ce qu'une telle expérience est connue et expérimentée au Canada? Comment cela se passe du point de vue de la comparaison? Oui, bon, on peut même ne pas aller aussi loin. Je veux Oui, dire, en France, ça a eu lieu avec l'affaire Outreau. En Belgique, ça a eu lieu avec l'affaire Marc le Dutroux. Conseil constitutionnel a dit niet, carrément. Ben, pas vraiment. Il a dit que bon, vous pouvez les appeler s'ils veulent bien. Et c'est une façon détournée de dire allez vous faire voir. Vous m'excusez du temps, mais c'est ça la réalité. Donc, on a eu quelques débats. J'ai entendu, ou en tout cas, j'ai lu le député Amadou Ba faire un échange avec un autre magistrat qui disait qu'en gros, oui, c'est la séparation de pouvoir. On ne peut pas entendre le magistrat. Ici, la justice est un pouvoir aussi. Oui, mais quand le Parlement entend un individu qui vient parler sur le thème pour lequel qu'il est appelé, nul n'est au-dessus de la loi, qu'il soit magistrat, le même député, les ministres, le président de la République. Le Parlement est le souverain absolu, parce que la souveraineté du peuple s'exprime par le Parlement. Donc, on organise des commissions pour auditionner. Ce n'est pas un acte juridictionnel, donc on ne peut même pas parler de séparation de pouvoir, de violation de séparation de pouvoir ou d'indépendance. On n'est pas en train de leur dire, l'indépendance c'est quoi? On ne s'immisce pas dans votre, on ne vous impose pas, on ne vous donne pas des instructions. Ici, ce n'est pas des instructions. On veut vous entendre sur l'administration, le fonctionnement de la justice. Est-ce que vous avez des problèmes? Pourquoi, par exemple, telle chose se passe comme ça plutôt que comme ça? On ne vous entend pas sur un dossier que vous avez. On ne s'immisce pas dans l'aspect juridictionnel de votre travail. Juste sur votre environnement, comment vous fonctionnez? Il faut absolument répondre. Je ne vois pas pourquoi il y a autant de réticences. Pourquoi le juge américain va parler devant le Parlement? Pourquoi les Britanniques vont le faire? Pourquoi les Belges vont le faire? En France, on le fait. Et qu'au Sénégal, comme par extraordinaire, ça devrait être l'exception. Non. En tout cas, le dernier mot appartient au peuple. C'est Voilà. sans conviction, absolument. Oui. Et de ce point de vue, c'est la dernière question, maître. Vous avez suivi un peu l'alternance ou la deuxième. On a connu trois alternances. On a connu l'alternance de 2000, 2012 et maintenant 2024. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui vous inspire quoi du point de vue des mutations en cours, une société qui se cherche, le contexte socio-économique difficile, politique assez compliqué et par rapport justement aux exigences sur le plan international, comment appréciez-vous la marche du pays?
inexorable. De toute façon, c'est un mouvement qu'on ne peut pas contenir. La jeunesse aujourd'hui a pris le pouvoir de façon décomplexée et sans façon. Et j'ai le sentiment, en tout cas c'est mon opinion, que plutôt que d'essayer de contrarier le mouvement, il faut l'accompagner. J'ai l'impression aussi que la génération d'avant nous, ou les plus âgés, peut-être avaient le sentiment qu'après les indépendances, il leur appartenait par, je ne sais pas quel testament du colon, de leur dire c'est à vous de développer le pays, etc., d'aller vers les lendemains qui chantent. Il n'en est rien. Après 64 ans, ça a été un échec lamentable. Donc aujourd'hui, une jeunesse arrive, peut-être expérimentée, d'accord, peut-être trop jeune, d'accord. Mais la réalité, c'est qu'ils sont majoritaires. C'est leur avenir, c'est de leur avenir. Et donc, il faut les impliquer. Plutôt que de les contrarier, de les mépriser. C'est des aventuriers, c'est des ci, c'est des ça, ils sont incompétents. Il faut les accompagner. Justement, vous avez l'expérience. Peut-être qu'il n'a pas fonctionné, mais je pense qu'il faut les accompagner. Puis tout le monde a intérêt à ce que ce changement réussisse, ce projet réussisse. L'Afrique est l'avenir du monde, on va dire. On a besoin de former cette ressource humaine formidable aujourd'hui qui s'échappe, parce que on va développer des pays occidentaux et le potentiel qu'on a là-bas, on peut le faire ici. Le Premier ministre disait que dans quelques années, ce ne sont plus nos jeunes qui vont aller vers les pays occidentaux, mais plutôt le contraire. Je rêve de ce mouvement inverse et l'avenir est ici. Donc, le potentiel est ici, on est très jeune, on a la force. Il faut par contre beaucoup nous former. On ne dit pas que c'est facile, c'est très difficile. Tous les jours, quand on marche dans la rue à Dakar, on est presque découragé par le désordre quasiment organisé, ambiant et tout ça. Mais il ne faut pas lâcher prise. Alors, 2 défis, 2 exigences concernant la réduction des comptes et concernant l'exigence de justice par rapport aux victimes. La confiance, restaurer la confiance. Quand on parle de réduction des comptes, on est toujours dans la confiance. La confiance qui fait que lorsqu'on confie dans le mot dit confier, dans confier, il y a confiance. Quand on confie un mandat, on s'attend à ce qu'on nous rende compte. Ça, c'est maintenir le lien de confiance entre les gouvernés et le gouverneur. Et on a besoin d'une justice forte, une justice à laquelle on a confiance. Et je pense que le système judiciaire a intérêt à travailler sur son image, pas juste sur ses positions, mais même sur la perception, il y a un travail à faire. Et j'espère en tout cas qu'on aura des lendemains meilleurs. Il faut juste œuvrer à ce que tout le monde garde espoir. Surtout, on n'a pas le droit. Et c'est ça l'enjeu, peut-être le plus gros défi des autorités. L'espoir qui a été suscité par cette révolution, et il faut le dire, il faut absolument garder cette foi-là, parce que j'ai l'impression que le jour où cette foi va disparaître, c'est terminé, là. Donc on n'a pas le droit, on ne peut pas se payer le luxe d'un échec. Donc tout le monde doit se retrousser les manches et accompagner ce mouvement. Maître, merci encore une fois. Ça a été un plaisir. Partager, et cela le restera pour d'autres occasions certainement, pour rappeler que c'est notre invité Pape Kanté, avocat au barreau du Québec au Canada, invité d'objection de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une poignée de secondes avec El Hadji Malick Ndiaye et son invité dans le cadre de Dianobi. Au revoir et un grand bravo à l'équipe digitale. Vous êtes sur la 98.5. Vous y restez. Merci, au revoir et à dimanche prochain. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi ci yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé